Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler du Joker, qui malheureusement, on va le dire, et je sais qu'effectivement ça va pas me faire gagner des abonnés, oui, bon, c'est devenu le pire vilain de l'histoire des comics, et encore pire que Polka Dot Man, et pourtant lui aussi il est sacrément gratiné. Alors déjà, bon, avant de me prendre des tomates pourries dans la tête, je tiens quand même à spécifier que là je parle de la version décomposée, recyclée, et totalement dégénérée du Joker. Parce que, encore une fois, le Joker à la base, évidemment, que c'est un GOAT. Mais là, on parle du Joker qui se tape un spin-off toutes les 3 semaines, qui fait de la philo de comptoir en peignoir, et qui passe plus de temps à raconter sa vie que dans les rues de Gotham à faire des crimes, en fait. Encore une fois, on parle d'un type qui était censé être l'antithèse de Batman. Mais il est devenu maintenant un mème sur pattes. Alors oui, vous allez me dire, non mais attends, t'avais pas déjà fait, mon petit Yaji, une vidéo sur Batman qui était le pire héros de l'histoire des comics? Bah oui, effectivement, j'ai fait cette vidéo. Et comme je suis quelqu'un de juste, de mesquin et de particulièrement aigri, eh bien aujourd'hui on va rendre l'appareil à son clown préféré, oui, à l'arc-ennemi de Batman, et bon, je suis quand même quelqu'un de poli et de bien élevé, et c'est ce qu'on appelle la symétrie du mépris. Si j'ai craché sur Batman, bah faut cracher sur Joker, et oui, et les amis, et en plus, voilà, manque de peau pour lui, il me reste encore un peu de salive. Mais attention, on va pas tout de suite se maquiller en Jared Leto non plus, parce que en fin de vidéo, on fera le grand classement des Jokers en live action, de qui est le meilleur, c'est-à-dire est-ce que c'est Heath Ledger, est-ce que c'est Nicholson, est-ce que c'est Joaquin Phoenix? Non, c'est pas Joaquin Phoenix, voilà, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà, on va se poser cette question-là, mais en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, parce que après avoir détruit le Joker officiel, on passera effectivement au Joker live action. Et aussi quand même, puisqu'on va parler de toutes les adaptations au cinéma du Joker, on va tout de même s'attarder un peu sur les 2 films de Todd Phillips, donc Joker 1 en 2019 et Joker 2 qui est sorti il y a pas très longtemps, et qui sont, en ce qui me concerne, tous les deux des énormes bouses, même le premier, oui, même le premier, mais vous inquiétez pas, on aura le temps d'en parler, la vidéo va être très très longue, alors sans plus attendre, c'est parti. Tiens, alors déjà, bon, le Joker, c'est un peu comme les bonbons Haribo. Tout le monde connaît, mais passé un certain âge, t'as juste mal au bide. Parce que le mec est partout ces derniers temps, littéralement. À croire qu'il a signé un CDI chez DC Comics avec clause d'omniprésence obligatoire. Même les adaptations où il n'apparaît pas, ils arrivent quand même à le foutre en concept art ou en caméo flouté. Juste pour dire, non mais t'inquiète pas, hein, on l'a pas oublié et on n'a pas oublié le fric qui va avec. Et c'est ça le problème. On a trop de Joker, je pense que vous l'aurez compris. On l'a distillé, on l'a broyé, on l'a pressé, jusqu'à en faire une purée d'arc narratif inutile. À une époque, le Joker faisait peur, mais aujourd'hui il fait soupirer, alors que, encore une fois, le Joker c'est le yin du yang de Batman. C'est le chaos personnifié qui se nourrit de l'ordre obsessionnel du chevalier noir. Le mec était un clown sadique, imprévisible, cruel, drôle, je dis bien drôle, ça c'est important, c'est quelque chose, c'est un concept qui a été oublié. Hein. C'est un genre de Bugs Bunny sous crack, avec une fascination malsaine pour l'anarchie, mais ça c'était avant, parce que le tournant du Joker, effectivement, voilà, qui est passé de clown tragique à la base à Jeff the Killer en master de philo, c'est The Killing Joke, qui, encore une fois, là-dessus, il n'y a pas de souci, l'un des meilleurs comics jamais écrits. Je veux dire, voilà, Alan Moore, dans un éclair de génie désabusé, et probablement de colère envers l'industrie du comics, nous a pondu un Joker avec la profondeur, des flashbacks, de la tragédie, et surtout un objectif clair, prouver qu'un seul mauvais jour, voilà, peut transformer n'importe qui en monstre. C'est une sorte d'expérience sociale avant l'heure, sauf qu'ici, Gordon est le cobaye et Batman, c'est le contrepoids moral. Et c'était bien, c'était même vraiment très bien, c'est ça le truc. Sauf que, le problème, c'est qu'avec ce chef-d'œuvre, DC s'est dit, c'est trop bien en fait. Les gens aiment le Joker sérieux, sombre et torturé, on va faire que ça, on va faire que ça pour toujours, non-stop, jusqu'à la mort de l'univers, jusqu'aux trompettes du jugement dernier. Sauf que le Joker, encore une fois, c'est pas Nietzsche en maquillage, c'est un clown meurtrier. Et depuis le comics The Killing Joke, on a basculé vers une spirale descendante, où chaque nouvelle apparition du Joker tente de réinventer la roue. Sauf que la roue, je vous le dis, elle est déjà en feu depuis les années 90, aplatie, et il y a un cadavre qui traîne derrière. Et avec tout ça est arrivé The Dark Knight, hein, 1 ou 2 décennies plus tard avec notre ami Heath Ledger, paix à son âme évidemment. Donc sa version du Joker était un chef-d'œuvre. Bon, le film en lui-même n'était pas foufou non plus, hein. Après vous me direz, je n'aime pas Nolan, mais bon, Heath Ledger, il nous a fait un truc de ouf. Mais ce qui était un personnage profond, ambigu, écrit avec finesse et très bien joué par Heath Ledger, est devenu dans les mains de DC un moule à cookies. Et devinez quoi? Ils l'ont utilisé pour faire des cookies au plomb encore et encore. Bon,
Maintenant qu'on a posé les bases de la descente aux enfers clownesques, il est temps effectivement d'explorer l'argument que même ses pires fans au Joker brandissent encore comme s'il était gravé dans les tables de loi de Gotham. C'est-à-dire que le Joker, c'est, comment dire, le contre parfait de Batman. Hein, voilà, c'est le contraire, c'est le foil, comme ils disent en anglais de Batman. Et moi, je comprends rien. Voilà, le fameux tu comprends rien, et surtout le fameux foil, hein, ce concept ultra raffiné qui veut juste dire le méchant fait l'opposé du gentil, donc c'est stylé. Sauf qu'à force de forcer cette symétrie, on a juste deux psychopathes qui se tournent autour comme dans une mauvaise relation, voilà, amoureuse de sitcom HBO. Donc, Batman, c'est l'homme traumatisé qui a choisi le contrôle, d'accord ? Y a pas de souci, le gars est littéralement milliardaire qui passe ses nuits à distribuer des patates dans des ruelles sombres. C'est un mec en armure de chauve-souris qui a un trauma non résolu, une obsession pour la justice et une politique anti-meurtre plus rigide encore que la constitution américaine. Il est sombre, silencieux, austère et malgré tout relativement humain. Et veut empêcher à tout prix que d'autres vivent ce qu'il a vécu. Bon, vas-y, c'est noble, c'est tragique. Bon, après je l'ai critiqué le Batman dans ma vidéo, mais admettons, voilà, disons que c'est noble et c'est tragique. Ne soyons pas trop aigris. Et de l'autre côté, il y a le Joker. Le mec qui a eu une mauvaise journée et qui a décidé que tout le monde devait crever. C'est donc la définition du « si je coule, tout le monde coule avec moi ». C'est un clown sadique qui, sous ses rires forcés, cache un vide abyssal. Et là où Batman canalise son trauma pour sauver des gens, eh bien un Joker canalise le sien pour les pulvériser. L'un construit, l'autre détruit, l'un est l'ordre, l'autre est le chaos, yin-yang, blablabla, schéma de CM2. À première vue, c'est brillant, mais le hic, c'est que cette dynamique fonctionnait bien à l'époque où les deux personnages évoluaient encore, quand leur confrontation avait du sens, où ils avançaient dans le développement de personnages. Et quand les scénaristes savaient encore dire autre chose que « tu es comme moi, mais en clown ». Sauf qu'aujourd'hui, voilà, ce parallèle est devenu aussi subtil qu'un coup de batte dans les rotules. Parce que le Joker, il veut pas battre Batman, il veut le convertir. Et c'est là qu'on a perdu vraiment pied, en fait, avec ces personnages-là. Parce que, encore une fois, dans The Killing Joke, le Joker dit clairement que son but, c'est pas juste de foutre le bordel. Il veut prouver que Batman est comme lui, au fond. Et qu'en réalité, même, tout le monde peut devenir comme lui sous la bonne pression. C'est ça le truc. Et Batman, dans un moment assez incroyable dans ce comics, essaie de le sauver à la fin. Il lui tend la main. Il veut vraiment comprendre ce qui a tordu le Joker à ce moment-là. Et que fait le Joker ? Bah, il rigole. Il raconte une blague sur deux fous dans un asile, et on finit la scène sans savoir si Batman tue le Joker, ou juste partage avec lui un rire désespéré. C'était ambigu, c'était du grand Joker. Évidemment, la blague est un parallèle parfait entre le Batman et le Joker, parce que la blague, en gros, c'est deux fous qui essaient de s'échapper d'un asile, et il y en a un qui sait qu'il est fou, et l'autre qui pense qu'il n'est pas fou. En fait, évidemment que c'est un parallèle parfait, encore une fois, superbement écrit par Alan Moore, avec Batman et Joker, parce que Joker c'est le fou qui sait qu'il est fou, et Batman c'est le fou qui ne s'est pas encore rendu compte qu'il était fou. Et c'est ça en fait qui est génial avec The Killing Joke. Mais bon, malheureusement, voilà, The Killing Joke a beau être un véritable chef-d'œuvre, ça a aussi été la graine qui a tout pourri. Et oui. D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec Breath of the Wild, hein, de façon un peu à la marge, je trouve. Parce que Breath of the Wild, en tant que jeu, bon, vas-y, admettons, ça peut être un jeu sympathique, mais c'est le jeu qui, pour moi, a détruit Nintendo et qui va continuer à le détruire encore longtemps. Surtout maintenant qu'on a vu le trailer de Metroid Prime 4. Aïe. Je pense qu'effectivement, la formule Breath of the Wild va anéantir Nintendo et de toute façon, voilà, on verra la suite. Bref, revenons à nos moutons. Parce que depuis le jour de la sortie de Killing Joke, chaque arc narratif de Joker et Batman est une tentative désespérée pour retrouver cette intensité tragique qu'on a trouvée dans ce Killing Joke. Sauf qu'à force de vouloir prouver que le Joker est le parfait opposé de Batman, on l'a transformé en un genre de monstre de Frankenstein qui, voilà, est fait de punchlines morbides, de monologues fumeux et de pseudo-profondeur philosophique. En mode, regardez comme il est profond, il parle de la société, il fait exploser les hôpitaux, il est trop dark frérot, il crache du feu, voilà, super. Mais le problème c'est que, à force de surjouer cette dualité, on a oublié que le Joker était censé être drôle en fait, terrifiant, imprévisible, mais aussi ludique, grotesque, carnavalesque. C'est pas juste un philosophe nihiliste en latex qui se prend pour Nietzsche avec une mitraillette. Voilà, je trouve, de toute façon on en parlera effectivement à la fin quand on parlera des adaptations du Joker, mais en ce qui me concerne, voilà, l'adaptation du Joker qui a le mieux compris la substantifique moelle du Joker, c'est le Joker de Mark Hamill, le Joker de Pierre Attet, voilà, d'ailleurs, paix à son âme, hein, et pas lui bien évidemment, de la série de Bruce Timm et de Paul Dini. Mais bon, mettons ça de côté. Et donc, on est passé d'un Joker qui dit bang avec effectivement son flingue avec le drapeau au bout, à un Joker qui dit que l'univers est une vaste blague cosmique, je suis le seul à en avoir compris la chute, je suis trop profond. Voilà. Et donc là, on est au début de la fin, je vous le dis direct, parce qu'on est passé du Killing Joke au Joker Nietzsche, la métamorphose du clown en croque-mort de la société, parce que, encore une fois, récap rapide, donc on vient de voir que la dynamique de Joker Batman était à la base une symphonie bien huilée, mais qui à force d'être rejouée en boucle par des musiciens bourrés, sonne désormais comme une cornemuse mal accordée dans un tunnel. Et tu sens qu'à l'heure d'aujourd'hui,
plus personne ne sait quoi faire du Joker. Chaque arc narratif avec le Joker depuis The Killing Joke et depuis The Dark Knight, ça se résume à 3 ingrédients. Une mise en scène over the top avec des plans tellement élaborés que même Batman se dirait que non mais ok, mais comment il a financé tout ça. Un monologue pompeux sur la société, le désespoir ou l'absurdité de la morale, et un twist sanglant juste pour dire non mais regardez comme il est imprévisible. Et voilà, super. Et on va effectivement parler des exemples, parce que bon, là je me répète un peu, mais là on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler de New 52, où comment le Joker s'est arraché la tronche et s'est arraché la crédibilité qui lui restait. Parce que dans le New 52, c'est un moment historique où le DC Comics s'est dit écoutez, on va tout redémarrer, mais en plus moche, plus edgy, et avec un univers aussi cohérent qu'une fanfiction écrite à 3h du mat, sous caféine et sous coke. Voilà. Et donc c'était à cette époque qu'on a eu droit voilà, au Joker version Rob Zombie, c'est-à-dire moins subtil qu'un tatouage ha 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 sur le front et en 2 fois plus ridicule. Donc déjà, Death of the Family, le Joker est devenu un creepypasta. Alors donc, pour les gens qui ont eu la chance de rater cette époque, voilà le pitch. Le Joker veut prouver quelque chose. On sait pas trop ce qu'il veut prouver, mais il a l'air très motivé. Bon. Et il décide de littéralement se couper le visage. Ah ouais, comme ça. Pas parce qu'il a été blessé, pas parce qu'il a été défiguré dans une explosion. Non, non. Il a choisi de le faire par volonté artistique. C'est Bansky, mais avec un scalpel et 0 dignité. Et c'est là que t'as un problème. On ne sait plus s'il faut avoir peur du Joker ou juste l'envoyer en thérapie et lui interdire les miroirs. Et pendant tout l'arc Death of the Family, il se trimballe avec sa face découpée, accrochée comme un masque en cuir fondu sur sa gueule. C'est le genre de truc que même Hannibal Lecter aurait regardé en mode non mais frère, c'est bon, là tu... lève le pied Jean-Jean quoi, t'abuses. Et le pire c'est que ça sert à rien. Je veux dire, il n'y a pas de raison narrative profonde à tout ça. C'est juste pour le choc, le malaise. Voilà, il a sorti la carte, regardez comme je suis sombre et dérangé. Donc le clown est mort et voilà, vive Leatherface. Vive face de cuir. Parce que ce Joker-là, c'est plus le trickster, le dandy grotesque, ni même le manipulateur social qu'on aimait tant. C'est en fait juste une espèce de serial killer générique, avec des plans qui impliquent des meurtres ritualisés, du cannibalisme symbolique et un délire pseudo-théâtral où il veut sauver Batman en tuant toute la Bat-Family. Et il va même pas au bout de son délire. De toutes les manières, c'est ça qui est ridicule. C'est qu'à la fin, effectivement, tu penses qu'il a arraché le visage de tout le monde, mais en fait, c'est pas vrai. Voilà. Pourquoi ne pas être allé jusqu'au bout? C'est ça en fait le délire, c'est que c'est un comics qui se veut edgy, mais qui va même pas au bout de son edginess. C'est-à-dire qu'à la fin, effectivement, bon, on voit que la Bat-Family a le visage embirlificoté sous des bandages, donc tu te dis qu'il leur a arraché la peau du visage, mais en fait pas du tout. Quand on voit les visages arrachés, en fait c'est du plastique, ce sont des faux visages. Vraiment quoi. Aucune couille. Aucune couille. Moi, ce que ça me rappelle, c'est The Last Jedi. C'est les derniers Jedi de Rian Johnson. C'est-à-dire que le mec nous casse les reins avec nanani, on va déconstruire Star Wars, mais à la fin, bah, Luke, il ne brûle pas les livres des Jedi. Voilà. C'est-à-dire que on casse les couilles, mais à la fin, on va pas au bout du délire. Bah, saute, frérot. Va au bout. Va au bout. Détruit la Bat-Family, découpe tout le monde et allons jusqu'au bout du délire. C'est juste être edgy pour être edgy, et c'est là où effectivement tu te rends compte que DC ne comprend plus ce qui rendait le Joker spécial. Le mec est plus drôle, n'est plus rusé, il est même plus surprenant. C'est, voilà, une creepypasta du Joker, un croisement entre Jeff the Killer, un cosplay raté d'Halloween et un ado qui vient découvrir Nietzsche en pensant que ça va impressionner son crush. Son crush évidemment qui est gothique elle aussi. Et le message derrière tout ça, c'est qu'il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui vous aime. Il n'y a pas de propos les amis, il n'y a pas de propos. Il n'y a pas de propos, il n'y a pas de point. What's your point? Bah, il n'y a pas de point en fait. C'est juste du choc pour le choc. Avec un Joker qui croit qu'il est dans ses veines, alors que non, c'est juste qu'il est dans un numéro de cirque. C'est tout. Parce qu'encore une fois, la fin de cette BD et la fin de l'arc se termine sur un truc, mais vraiment absolument anticlimatique. Parce qu'on sait tous que DC n'aura jamais les couilles de tuer un seul membre de la Bat-Family. C'est ça le délire. Donc toute cette tension, toute cette horreur graphique, toute cette pseudo-montée dramatique, tout ça c'est du flan en fait, du flan industriel à la gélatine de porc de Joker recyclé. Et ça, en ce qui me concerne, c'est le syndrome du vilain des années 90, parce qu'à chaque fois on nous dit ouais, maintenant c'est de la merde, avant c'était mieux, les années 90, trop bien. Les années 90, les mecs, c'était de la merde, Parce que à l'époque, vous vous en rappelez pas, mais moi je me rappelle, quand un personnage était vu comme étant trop ringard ou pas assez dark, bon, on le relookait façon Hellraiser sous stéroïdes. Et ça donne toujours la même chose. Du gore sans fond, du pathos sans cause et une ambiance digne d'un clip de Slipknot tourné dans un hôpital abandonné. Et le Joker n'échappe pas à la règle. Au lieu de le moderniser intelligemment, on l'a juste rendu plus flippant visuellement, plus violent, plus WTF, en espérant que personne ne se rendrait compte que son écriture est aussi creuse que son visage. Et là, on parle pas d'une tentative isolée, c'est un modèle qui va se répéter encore et encore, avec chaque nouvel arc qui tentera de faire le Joker le plus extrême de tous les temps.
jusqu'à ce que le public en ait marre de se faire tirer la manche avec non mais cette fois c'est personnel à chaque crossover. Et donc le Joker s'est fait mutiler littéralement et narrativement et physiquement, est-ce que vous voulez. C'est plus le miroir de Batman, c'est juste un skin alternatif de Freddy Krueger en fait, coincé dans un body horror, sauf qu'il n'y a pas de punchline. Et le pire c'est que DC va continuer dans cette direction parce qu'il pense que l'horreur c'est la profondeur. Sauf que ça n'a jamais été le cas. Le Joker c'est un clown tordu, mais maintenant c'est juste une cicatrice qui parle. Bon, alors, on est en 2015 maintenant, parce que oui, il faut avancer un peu les amis, hein, la vidéo va pas se terminer toute seule, et on est post-Joker sans visage. Et visiblement, chez DC, il y a eu un brainstorming qui a dû ressembler plus ou moins à ça. Alors, ok les mecs, on a fait le Joker sans sa gueule, sans la peau, on lui a fait torturer tous les proches de Batman, il a philosophé, il a tué, il a récité du Albert Camus, mais il nous reste quoi maintenant? Et là, je suppose qu'un stagiaire a levé timidement la main et a dit écoutez les mecs, est-ce qu'on a essayé de le rendre immortel? Et tout le monde a commencé à hurler de joie comme s'il venait d'inventer la raclette sans lactose. Parce que le pitch, c'est que maintenant, le Joker, c'est devenu une divinité, littéralement. Parce que oui, dans l'arc Batman Endgame, Scott Snyder... Voilà, toujours les Snyder qui nous cassent les couilles, qui jusque-là avait plutôt bien géré sa copie, a décidé de pousser le bouton climax à fond, mais trop en fait, à travers le bureau, à travers la table, à travers l'immeuble, jusqu'à atteindre la stratosphère du grand n'importe quoi. Parce que le Joker, il revient. Ah ouais, il est déjà là, voilà. Il est encore plus flippant, encore plus dangereux et encore plus mystique. Parce que surprise, selon les documents sortis de derrière les fagots de mon cul sur la commode, le Joker serait peut-être un être immortel qui rôde à Gotham depuis des siècles. Et on l'appellerait The Pale Man, une sorte d'entité surnaturelle vaguement liée à un puits de résurrection qu'il aurait utilisé pour revenir d'entre les morts comme un boss de Dark Souls. Et c'est pas une blague, hein. On est passé de clown du crime, donc un mec juste qui fait le con dans la rue, à Némésis de l'humanité en termes de concept. Mais justement, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi avoir fait ça? Qu'est-ce que ça apporte en fait? Voilà. Qu'est-ce que ça apporte à la table? Bon, vous l'aurez compris, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien à la table, nada, rien du tout, walou, niet. Parce que, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça te transforme le Joker en concept abstrait, un symbole du chaos, je suppose, mais pas dans le bon sens, parce que, à force de vouloir le rendre plus grand, plus sombre, plus essentiel à l'univers, ils ont juste tué ce qu'il avait de plus terrifiant, c'est-à-dire son humanité. Le Joker faisait peur pourquoi dans The Killing Joke? Parce qu'il était humain, en fait, il était humain. Tout le monde pouvait devenir comme le Joker, c'était ça le délire de The Killing Joke. Il suffit juste d'avoir effectivement une sale journée, et tu peux péter un câble et devenir comme le Joker. C'est ça qui fait qu'il est terrifiant, c'est pas qu'il est différent de nous, c'est qu'il est trop proche de nous. Ce n'est qu'un homme, en fait. C'est pas une divinité zombifiée avec des pouvoirs régénérateurs. Et l'histoire, non mais sans déconner. Dans Endgame, le Joker infecte littéralement la Justice League avec une toxine, les transforme en marionnettes, puis balance son plan final, c'est-à-dire contaminer toute la ville avec son Joker toxine pour créer un Gotham à son image encore. Donc c'est le pitch du jeu Arkham City, mais en version non mais cette fois c'est sérieux, hein, on vous jure. Et Batman au bout du rouleau décide de plonger avec lui dans les entrailles de la ville pour mettre un terme à tout ça définitivement. Le combat est sanglant, brutal et épique, les deux sont laissés pour morts dans une caverne qui s'écroule, et là on se dit ok super, bon le Joker est mort, la boucle est bouclée, on passe à autre chose. Sauf que DC te répond lol, non c'était pour rigoler. Ils reviennent dans le même run quelques numéros plus tard. Et c'est là que tu réalises que toute cette escalade n'avait aucun sens. On te tease une fin grandiose, symbolique et cathartique, mais c'est juste un faux climax, une simulation de finalité, c'est du théâtre, et mal joué. C'est un spectacle de fin d'année, monté avec du carton-pâte et des effets pyrotechniques qui sentent le cheap. Et le Joker, on se pose la question, c'est quoi son délire à ce gars-là? Parce que le problème fondamental avec tout ça, c'est que plus t'essaies de rendre le Joker ultime, plus tu rends l'histoire moins intéressante en fait. Parce que si tu peux plus le tuer, si tu peux pas le changer, si tu peux même plus le comprendre, alors pourquoi se soucier du personnage? Un bon Joker, c'est pas une divinité. Encore une fois, c'est un type, un mec normal qui déraille. Et c'est ça qui rendait chacune de ses apparitions flippantes. Tu savais qu'il avait des limites humaines, mais pas morales. Le Joker immortel, c'est la négation de tout ce qui rend le Joker le Joker. Voilà, Endgame ne sera pas la fin du Joker, c'est même pas une pause de Joker. Parce que très vite, encore une fois, je vous l'ai dit, il revient encore. Et d'ici, repart pour une nouvelle saga encore plus définitive que la précédente. Hein. Voilà, cette fois, c'est sérieux, encore une fois. Pour la 15e fois de suite, cette fois, c'est la vraie. Voilà, ça rigole plus. Un peu comme ces smartphones, là, ces terminaux de poche, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, révolutionnaires, hein, qui te sortent tous les 6 mois avec exactement la même batterie. Mais cette fois, c'est une révolution, apparemment.
Et donc, après s'être transformé en espèce de démon immortel capable de survivre à des avalanches de roches, des coups de batarang et à l'épuisement narratif le plus violent de l'histoire de DC, le Joker revient encore, comme une tache de ketchup sur un t-shirt blanc. Il est indestructible, il est envahissant et surtout, il est de moins en moins drôle. Et même, tu peux le dire, quasiment plus drôle du tout. Et là, mes amis, c'est le moment où le Joker décide de faire la guerre. Voilà. Bah écoutez, il n'y a pas longtemps, effectivement, j'ai fait une vidéo sur Rambo. C'est pas ma guerre. Bah là, bon, bah, c'est pas la guerre du Joker, littéralement. Parce que dans Joker War, ou comme j'aime l'appeler, Fast and Furious, mais avec du maquillage, des millions de dollars volés et zéro charisme, bah, on a le Joker qui devient Elon Musk. Mais il a un fusil. Donc j'ai envie de dire qu'on peut lui pardonner. Cette petite fantaisie, il a un fusil après tout. Parce que l'arc commence de façon presque prometteuse. Mais c'est une feinte, hein, vous inquiétez pas. Parce que le Joker réussit un truc qu'on pensait impossible depuis 1939. Il vole la fortune de Bruce Wayne. Pas symboliquement, hein, pas en volant une Batmobile ou en détruisant une copropriété. Non, non, non. Il met la main sur l'intégralité de Wayne Enterprise. La boîte, les gadgets, les millions, le portefeuille de Batman. Imaginez la scène. Le Joker qui consulte un relevé bancaire sur son iPad, en slip et en ricanant. Je veux dire, c'est censé être menaçant, mais en même temps, c'est aussi marrant. Je veux dire, tu te dis, ah, peut-être qu'on va revenir au bon vieux Joker d'antan. Sauf que malheureusement, voilà. Je vous le dis, et c'est comme regarder un épisode de Capital avec du maquillage. Et avec cette fortune, qu'est-ce qu'il en fait? Un plan subtil, une infiltration à échelle mondiale? Non, non. Il balance tout dans une guerre de gang façon Fortnite dans Gotham. Et il transforme la ville en zone de guerre, file des armes à des clowns random, fait exploser des bâtiments, pose des pièges partout. Enfin, je veux dire, voilà. C'est le Joker édition Michael Bay. Avec punchline qui tombe à plat toutes les 3 cases. Évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et là où tu te dis qu'on va peut-être, je sais pas, voir un conflit psychologique intense, une guerre d'idées, un duel à la hauteur de la rivalité Joker versus Batman, bah non en fait, c'est t'es pas drôle Batman, boum boum, voilà. Et le tout en 6 numéros, super. Mais vous inquiétez pas les amis, parce que si vous pensiez que le Joker allait mener cette guerre en solo, voilà, ne vous inquiétez pas, on a un nouveau personnage Eddie. Bon, alors Harley c'est pas possible. Écoutez, Harley a posé ses RTT. Je ne sais pas, Harley avait quelque chose à faire, elle est en vacances à Ibiza, je ne sais pas, en tout cas, voilà, Harley Quinn n'était pas disponible. Malheureusement, je ne sais pas, peut-être qu'elle est devenue trop sympa, trop libérée et trop popularisée par Margot Robbie. Donc DC crée Punchline, la nouvelle petite amie, effectivement, du Joker. Je ne sais pas, il est passé sur Tinder, bon, voilà, bon... Oui, l'amour est aveugle, certainement. Et au lieu d'être d'une folie douce et imprévisible comme Harley, bah Punchline, c'est une influenceuse, sociopathe froide calculatrice, dénuée d'humour et de personnalité. Voilà. En gros, c'est une dissertation de terminale L sur le nihilisme en costume de cosplay noir-violet. Voilà, c'est l'incarnation de ça, plus ou moins. Et le pire, c'est que c'est censé être la nouvelle génération du chaos. Et Batman, dans tout ça, bah, il fait ce qu'il fait depuis 30 ans. Il court partout, il prend des baffes, il doute de lui-même et il fait un discours sur l'espoir à la fin. Et Harley Quinn, dans un accès de lucidité, pose un ultimatum à Bruce. Voilà. Tu choisis, tu me sauves ou tu sauves le Joker. Parce qu'elle est là finalement, elle n'a pas vraiment posé ses RTT. Enfin, elle a posé ses RTT pour être avec le Joker en tout cas. Et là, attention, moment censé être fort, Batman laisse crever le Joker pour sauver Harley. Oh, incroyable, il a choisi, il a évolué, il a brisé son code moral pour de bon. Sauf que non, surprise. Enfin, surprise. Pas pour vous et pas pour moi, mais le Joker n'est pas mort. Il est même pas blessé en fait. Il revient littéralement une page plus tard pour un nouveau run solo. Comme si tout ça n'avait été qu'un mauvais rêve sous LSD. Voilà. Et Joker War, c'est vraiment l'histoire d'un vide scénaristique habillé en événement. C'est la promesse d'un bouleversement qui accouche d'une souris sous tranquillisant. C'est un arc qui prétend, je sais pas, nous offrir le dernier affrontement entre Joker et Batman, mais qui n'a même pas les couilles de finir ce qui commence. C'est le combat final, version fable corporatiste. Mais il n'y a pas de mort, pas de conséquences, mais plein de tomes à vendre à la sortie du kiosque, donc au moins ça fait du pognon. Et le Joker dans tout ça, encore une fois, il a rien à dire. Il n'y a aucune idée, il incarne juste un prétexte au chaos. C'est une fonction narrative, un outil scénaristique de plus pour faire tourner la machine. Et à l'heure d'aujourd'hui, le Joker, qu'est-ce que c'est? C'est un produit dérivé de luxe, un appât à franchise molle, et une figurine collector de l'ennui scénaristique. Parce que après Joker War, cet arc qui promettait la guerre et livrait un pétard mouillé, on aurait pu croire que DC allait faire une pause, lever le pied, laisser Batman souffler, laisser Gotham respirer, laisser le Joker crever en paix, et nous laisser en paix aussi par la même occasion. Mais non, DC a vu les chiffres de vente, les tweets de fanboys en sueur, les cosplayers en train de se peindre dans la gueule dans des shots publics, et ils ont dit non, 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 on tient un filon, on va l'exploiter, et on va l'exploiter à mort. Et donc on arrive sur Joker, la série solo que personne n'avait demandé.
mais qu'on a eu quand même. Parce que quitte à avoir transformé le Joker en figure omniprésente du catalogue d'ici, bah autant lui filer sa propre série solo. Et là vous allez me dire, non mais, attends, une série centrée sur un personnage aussi instable, chaotique et imprévisible, mais ça peut être intéressant, non? Ouais, c'est intéressant. Sur le papier. Sur le papier. Sauf que dans la réalité, c'est l'équivalent d'offrir un micro à un mec bourré dans un mariage. Il y a peut-être quelques bons moments, mais voilà. T'es quand même surtout gêné 95% du temps. Et le problème du série Joker, c'est qu'encore une fois, le mec n'a plus rien à dire. Le Joker, c'est un élément perturbateur. C'est un catalyseur. Si tu le balances dans une histoire qui est déjà bien emmenée, bah, il fait péter les compteurs. Mais si tu le balances tout seul, isolé et sans Batman, bah ça va être compliqué. C'est un peu comme regarder un feu d'artifice en pleine journée. Bon, voilà, il y aura de la lumière, mais il n'y aura pas de magie, et il y aura beaucoup de bruit, mais il n'y aura pas de but. Alors évidemment, d'ici attendez des pirouettes. Ils ont fait suivre l'histoire par Gordon, histoire de donner un cadre, ils ont introduit des intrigues de mafieux, de meurtres mystérieux, de chasseurs de primes pour meubler entre deux éclats de rire forcés. Ils ont même ajouté une conspiration à la sauce Joker est poursuivi par des organisations secrètes. Mais à la fin, c'est juste une série où le Joker est poursuivi sans fin. Le mec fait des grimaces, des monologues fumeux et s'échappe à la dernière case. C'est Tom et Jerry version film noir, mais sans la musique, sans l'humour et avec beaucoup trop de sang. Et côté écriture, c'est du gloubi-boulga pseudo-intello. Voilà, le Joker c'est un symbole, le Joker c'est pas un homme, c'est une idée, le Joker c'est ce que la société mérite. Non mais ouais, super, ouais. Je crois que ça on l'a compris depuis 1988. Mais maintenant, il faudrait quand même peut-être arrêter de le dire, et surtout trouver un moyen de le montrer autrement que par des bains de sang et des citations de Tumblr. Parce qu'au final, le Joker ne peut pas mourir, parce qu'il vend, et c'est ça le fond du problème. Le Joker, c'est plus un personnage, c'est une mascotte, c'est un logo, c'est une usine à mème, à produits dérivés, à variantes, à couverture alternative vendue 12 balles en édition collector pour fans crédules. Je veux dire, tu le veux en clown, en gangster, en version samouraï cyberpunk, en alien, en bébé. D'ici à toutes les déclinaisons, on dirait un Pokédex du nihilisme. Et à chaque fois que tu penses que non mais c'est bon, c'était la dernière apparition du Joker pour au moins 25 ans. Bah t'as une nouvelle mini-série de Joker, un one-shot, un crossover, un multivers avec 3 Jokers en même temps, un film en préparation du Joker. C'est devenu le mignon de DC. Voilà, vous connaissez les mignons, l'espèce de truc jaune dégueulasse là, de moi moche et méchant. Voilà, c'est ça, c'est mignon, sauf que c'est DC. Et il est pas mignon. Il est devenu inarrêtable, inexplicable, incontournable. Et pas intéressant du tout. Et même quand on veut le tuer, on peut plus y croire. Encore une fois, il meurt à la fin de Endgame? Bah non, il meurt pas. Il explose dans Joker War? Non t'inquiète pas, il est rebooté dès le mois suivant. Il se fait poignarder dans sa série? Twist narratif, il s'en fout, il est encore vivant. Il est immortel, pas dans le scénario, mais dans les agendas des comptables de DC. Et le pire, c'est que pendant ce temps-là, on oublie ce qui faisait vraiment la force du Joker. Son humour macabre, encore une fois, le côté humour a été mis à la poubelle depuis bien longtemps. Son goût pour le chaos théâtral, sa relation toxique mais fascinante avec Batman, son ambivalence constante entre clown triste et démon hilar, tout ça est noyé sous les strates de reboot, de relecture sombre, de délire grotesque qui veulent à tout prix rendre le Joker profond. Mais parfois, les meilleurs personnages sont ceux qui n'expliquent rien, mais font tout ressentir. Je trouve, mais de toute façon, j'en avais déjà parlé il y a un certain temps, il y a très longtemps même, que l'un des meilleurs comics pour comprendre, comment dire, la spécificité du Joker, et pourtant le comic c'est pas fou, hein, mais je trouve que on comprend vraiment bien le Joker dans ce comics-là, c'est le comics Spider-Man versus Batman ou je sais pas quoi là, où on voit effectivement Carnage et le Joker s'allier pour combattre Spider-Man et Batman en même temps. Le comic c'est vraiment intéressant, pourquoi? Parce que, techniquement parlant, Carnage est la réponse de Marvel à DC. Carnage étant, d'ailleurs ils le disent, ils s'en cachent pas, l'équivalent du Joker chez Marvel. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages, techniquement, sont un peu, comment dire, identiques, dans le sens où, enfin, en apparence, dans le sens où tous les deux sont des incarnations du chaos. Mais ce qui est intéressant, c'est que au final, à la fin du comics, Spider-Man et Batman n'ont même pas besoin de se battre contre le Joker et Carnage, parce qu'ils finissent tous les deux par se battre entre eux. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une vision du chaos extrêmement différente l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste, ouais, le chaos. Non, non. Il y a l'aspect théâtral, parce que pourquoi Carnage et Joker se battent? C'est parce que la vision du chaos de Carnage, c'est l'immédiateté du meurtre. C'est le meurtre directement. On casse pas la tête, bim, 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 décapitation, tout le monde, voilà, meurtre de masse, on se casse pas la tête, voilà. Lui, c'est la beauté dans le chaos, c'est l'immédiateté de la cruauté, pas besoin de réfléchir, bim, 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 ok. Sauf que le Joker, évidemment, il y a le côté théâtral, il y a le côté, voilà, il faut quand même soigner les angles.
Ok, tu vas tuer tout le monde, mais faut balancer une petite blague, faut balancer un petit feu d'artifice, mettre une fleur, voilà, faire en sorte que ce soit ironique, qu'il y a un côté effectivement sarcastique ou voilà un délire, ouais, ironie du sort. Bon, il faut qu'il y ait ça. Et évidemment, ces deux visions pourtant du même concept, c'est-à-dire du chaos, bah ces deux visions sont totalement et diamétralement opposées. Et c'est ça qui est intéressant avec ce comics, c'est que tu vois les spécificités du Joker. C'est pas juste un mec, ouais, je suis trop méchant, le chaos, le chaos, le chaos. Non, mais il y a autre chose derrière ça. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui malheureusement a été perdu, entre autres choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été perdues effectivement dans le personnage du Joker, mais ça tout particulièrement, je tenais à le dire effectivement, et voilà, faire un petit big up à Carnage, qui est un très bon personnage. Voilà, j'aime pas trop Marvel en termes généraux, mais Carnage fait partie des rares personnages que je trouve intéressants. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a bien longtemps sur Maximum Carnage, à une époque où j'étais quand même assez couillu. Hein. À l'époque, je m'en battais les couilles des vues, dans le sens où il y a un truc qui me plaisait, je le faisais. Voilà, directement, Maximum Carnage, let's go. Évidemment, j'ai eu aucune vue sur ma vidéo parce que tout le monde s'en foutait. Évidemment, parler d'un comic sorti dans les années 80-90, tout le monde s'en bat les steaks, surtout sur une chaîne où je sais même pas si j'avais 10 000 abonnés, mais bon, voilà. Si ça vous intéresse, regardez la vidéo, je la trouve très sympathique jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Bref. Terminons quand même cette vidéo sur le Joker parce que là je me suis un peu éloigné. Bon, maintenant on va se poser la vraie question. Voilà, est-ce que le Joker peut-il être encore sauvé? Ou est-ce qu'il faut le laisser crever sous une blague qui fait pleurer personne? Parce que là on y est. On a parlé du chaos narratif autour de ce personnage, la chirurgie faciale non remboursée qu'il a subi, les guerres molles qu'il a livrées et les monologues soporifiques, tout ça, les séries solo qu'aucun libraire ne recommande sans soupirer. Maintenant voilà. Est-ce qu'on peut écrire un bon Joker à l'heure d'aujourd'hui? C'est la question finale de cette partie de la vidéo, parce que la vidéo va encore durer très longtemps. Il y a eu quand même quelques rares éclairs de lucidité, il n'y a pas si longtemps. Par exemple, dans l'issue 1008 de Détective Comics, donc un one-shot sorti de nulle part écrit par Peter J. Tomasi, on voit quand même le Joker prendre en otage un carnaval entier et obliger Batman à participer à des attractions piégées, mortelles et ridicules. Et c'était drôle. Voilà, incroyable, c'est drôle. Oui, le Joker fait rire, j'avais oublié. C'est théâtral, c'est macabre, et c'est absurde avec un Joker qui revient à ses fondamentaux. Je vais tuer tout le monde, ok, mais en chantant et avec un chapeau ridicule. C'est simple, c'est rythmé, et ça rappelle que le Joker n'a pas besoin de faire un TED Talk sur l'absurdité de l'univers pour être effrayant. Il lui suffit d'avoir un micro, un plan débile, un public coincé et qui a pas le choix, et c'est bon, let's go. On repart comme en 46, comme dirait Roth. Il y a aussi Going Sane, qui est pas récent, mais toujours pertinent, c'est une vieille histoire, mais elle est bien, quoi. Donc le Joker croit avoir tué Batman, et du coup il se reconstruit, il devient civilisé, il trouve l'amour, il mène une vie presque normale, jusqu'à ce qu'il apprenne que Batman est encore en vie. Et là, bien sûr, le Joker rechute. Et c'est brillant parce que c'est exactement ce qu'on a oublié depuis ces dernières années. Le Joker, c'est pas un méchant invincible, ni une idée universelle, c'est pas un concept, le Joker. C'est un homme détruit, qui se maintient dans le chaos parce que l'ordre lui fait peur, en fait, tout simplement. Et puis bon, bien sûr, on va en parler plus tard, évidemment. Voilà, quand on parlera des adaptations multiples du Joker, mais oui, Mark Hamill, que ce soit dans Batman TAS, dans Justice League Unlimited, dans les jeux Arkham, voilà, le Joker de Hamill résume tout ce que le personnage devrait être. Un tueur, un clown, un charmeur, un monstre, un fanfaron et une tragédie, le tout sans aucune incohérence. Et surtout le tout sans expliquer toutes les 2 minutes pourquoi il est comme ça. Voilà, c'est tout. De toute façon, à chaque fois, il le dit. Pourquoi je devrais m'expliquer moi-même, mon petit batounet? Ça ruinerait tout le fun. Je m'explique pas, je suis ce que je suis. Merci Marc, et surtout merci Piraté. Parce que bon, Marc, ça c'est pour les Amerlocs, et nous, les petits Frenchies que nous sommes, on a Piraté, et bon, on n'a pas à rougir, hein. Piraté, encore une fois, paix à son âme, rip à lui, c'était le GOAT. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on le connaît bien, Piraté. Voilà, extrêmement prolifique comme comédien de doublage. Donc voilà, respect à lui, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Et tous les deux, que ce soit Mark Hamill ou Piraté, ils nous ont montré que le Joker pouvait être effrayant et divertissant en même temps. Fou et drôle, complexe, sans forcément être un pompier. Et ça fait plaisir. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ce Joker-là, il est mort. Voilà. Tout ce qu'il en reste, c'est une carcasse vide, qu'on trimballe d'arc en arc comme un accessoire de foire. On le maquille différemment à chaque fois, on lui colle un nouveau plan. Et on fait genre que ça va tout changer. Mais c'est toujours le même spectacle, et ce spectacle, personne n'y croit plus depuis Mathusalem. Bon, alors voilà, on en a terminé avec cette partie de la vidéo, mais il en reste encore beaucoup. Déjà, bon, on va parler de toutes les adaptations du Joker, de celle de Mark Hamill, en passant à celle de Ledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix, tout ça, et ce sera pas encore fini, parce que après ça, on parlera des 2 films Joker de Todd Phillips, qui font partie effectivement des films les plus surcotés de l'univers. Après, bon, des films, le 2, tout le monde le déteste, et a raison, mais le 1, voilà, le 1, on nous a bien cassé la tête là-dessus, et on va en parler, voilà, on va cracher dessus, bien comme il faut. Alors voilà, sans plus attendre, on va continuer, les amis.
Alors, le Joker est un incontournable antagoniste de l'univers Batman depuis les débuts du personnage en 1940. Depuis sa première apparition dans la bande dessinée, celui que l'on appelle le prince clown du crime est devenu l'ennemi juré de Batman comme chacun sait, et le personnage figure depuis lors en bonne place dans le monde sombre de Gotham City. Et en raison de ses fréquentes apparitions dans les comics Batman, le Joker a également fait des apparitions sous diverses formes tout au long des adaptations cinématographiques et télévisées de l'univers de Batman. On notera en tant que Joker, Jack Nicholson, Mark Hamill et Heath Ledger, parmi les interprètes les plus connus du personnage du Joker. Et la popularité de ce personnage est telle qu'il a eu droit à un film solo avec le Joker de 2019, évidemment, vous le savez bien, avec ce brave Joaquin Phoenix. Alors, forcément, les fans ont tendance à un peu s'écharper sur les internets à propos de leur Joker préféré, et le débat se cristallise généralement autour de 3 personnes, c'est-à-dire Mark Hamill, le doubleur du Joker de la série animée de 92, ainsi que dans les jeux vidéo Arkham Asylum et Arkham City, Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan, et enfin Joaquin Phoenix. Je ne parlerai pas ou très peu du Joker de Nicholson, qui, bien que pourtant excellent, n'a pas trop le vent en poupe ces derniers temps, hélas. Et je vous parlerai encore moins du Joker de Jared Leto, pour des raisons que je pense qu'il est inutile pour moi de vous expliciter. Bon, le Joker est donc un pilier de la galerie des méchants de Batman, dont les représentations les plus emblématiques sont donc, comme dit précédemment, celles de Mark Hamill, Heath Ledger et Phoenix. Mais laquelle est ma préférée? Celle que moi, à mes yeux, je considère comme étant la meilleure itération du Joker. Et bien en ce qui me concerne, et je peux vous le dire directement et sans embâge, c'est sans aucun doute celle de Mark Hamill. Évidemment, il ne s'agit là que de mon humble opinion personnelle, et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si oui ou non vous êtes d'accord avec moi, et quelle est votre version favorite du Joker. Maintenant, en ce qui concerne ma propre opinion, je vais tenter de vous expliquer en plusieurs points pourquoi je considère le Joker du dessin animé de 92 comme étant ma version préférée du Joker. Bon, déjà, première raison, c'est un peu la nostalgie. Évidemment, la nostalgie a une grande influence sur la façon dont nous voyons certaines œuvres et fictions, et voilà. Je suis un humain comme les autres. Par exemple, un film qui a été détesté par la critique peut être aimé par une personne qui a grandi avec. Dans mon cas, par exemple, ce serait l'Atlantide, l'Empire perdu, film d'animation de Disney qui s'est fait déchirer par tout le monde à sa sortie, mais qui pourtant encore aujourd'hui, cher à mon cœur. Donc, pour en revenir au sujet, étant donné que j'ai grandi en regardant cet excellent dessin animé, donc Batman TAS 92, et que c'est à travers lui que j'ai découvert pour la première fois le personnage du Joker, mais également le personnage de Batman, soit dit en passant, il est normal que j'ai une certaine tendance à le considérer comme étant le Joker. Ce dessin animé, donc la série animée de 92, a introduit une toute nouvelle génération, c'est-à-dire la mienne, à l'univers de Batman. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, puisque j'ai naturellement d'abord découvert la série dans sa version française, c'est donc la merveilleuse voix du regretté Pierre Attet, donc doubleur français du Joker, que j'ai entendu en découvrant le personnage. Donc quand je dis Mark Hamill, en parlant du Joker, évidemment, je me comprends. Deuxième raison, c'est la fidélité par rapport aux comics. Le design du personnage du Joker dans Batman The Animated Series est beaucoup plus fidèle aux origines du personnage dans les comics, évidemment, que ses itérations cinématographiques. Tu sens l'inspiration du design original du personnage des comics des années 40. Maintenant, le design du Joker n'est pas bon seulement parce qu'il est fidèle aux comics d'origine. Ce serait réducteur de dire ça. Ce design coloré, plein de vie, mais en même temps ultra sinistre, est exactement ce qui sied le plus au personnage du Joker. Et dans la seconde saison de la série animée, il y a eu un redesign général de tous les persos, et je le crains fort, c'est le Joker, qui est celui qui a pris le plus cher. Il est devenu complètement monochrome, noir et blanc, avec tous les angles et les couleurs de son visage qui se sont tout simplement barrés en vacances. Mais heureusement, lorsqu'on le revoit dans le dessin animé La Ligue des Justiciers, et dans le flashback dans Batman la relève, son design est nettement meilleur. Toujours, hélas, un peu moins anguleux, certes, mais nettement plus coloré. Et avec en prime, une paire d'yeux rouges démoniaques du plus bel effet. Et donc, quand je vois ce design, je me dis, voilà le Joker. Troisième raison, cette version est nettement plus ambivalente et variée que les autres. En raison de la nature de la série télévisée et de sa volonté de s'adresser à la fois aux enfants et à un public plus âgé, le Joker de Mark Hamill a capturé à la fois le côté idiot un peu immature du personnage du Joker qui prévalait dans les années 60-70, ainsi que les aspects un peu plus sombres du Joker à la mode de The Killing Joke. Ce Joker, donc de la série animée, oscille superbement entre le sombre et le comique, exactement ce que le Joker est censé faire. Ces deux aspects différents du personnage ont permis à cette version d'être beaucoup plus variée, ambivalente que les autres interprétations du personnage du Joker. Quatrième raison, il y a son rire.
on va pas se mentir. Parce que, oui, si le rire de Heath Ledger dans The Dark Knight était terrifiant et certainement mémorable, il est indéniable que Mark Hamill a parfaitement saisi la nature maniaque et psychotique du prince clown du crime avec sa propre façon de dégainer son rire légendaire. Alors que beaucoup considéreraient qu'il est impossible de capturer le rire du Joker de la bande dessinée en raison du fait que le Joker doit être complètement maboule, voilà, quelque chose qui, en principe, ne peut pas être interprété aussi facilement, on pourrait difficilement dire que Hamill n'a pas tout de même réussi. Même chose pour Piraté en version française d'ailleurs, incroyable interprétation. J'ai d'ailleurs vu il y a pas longtemps une interview de Piraté où il avouait que jouer le Joker était l'un de ses boulots les plus compliqués ever qu'il a jamais eu au cours de sa carrière, car le Joker a une voix qui n'appartient à personne. Voilà, une espèce de voix de dingue, étant donné que le personnage n'existe pas, voilà, il faut s'adapter à un mec qui n'existe pas. Cinquième et ultime raison, donc je vais finir avec cette dernière raison pour laquelle je préfère ce Joker aux autres, il y a quand même le personnage accessoire, ou pas tant que ça, de Harley Quinn. Donc, comme chacun sait, j'imagine, la série animée de 92 a introduit de nouveaux personnages dans le canon de Batman, le plus célèbre étant Harley Quinn, évidemment. Les scènes mettant en scène le Joker et Harley Quinn sont non seulement extrêmement divertissantes, mais elles posent également les bases de l'interaction des deux personnages dans un canon plus large. La relation amour-haine entre les deux est vraiment fascinante, le Joker passant son temps à maltraiter physiquement et psychologiquement cette pauvre Harley, qui, comme chacun sait encore une fois, était une psychologue, une espèce de psy à l'asile d'Arkham, avant de le rencontrer et avant que le Joker ne lui retourne le cerveau, littéralement. Mais Harley n'est pas consciente de cette manipulation, justement. Elle est soumise et dévouée au Joker, se contentant d'un minimum d'affection, que d'ailleurs il est même pas certain qu'il lui donne. Cependant, nous pouvons constater parfois une certaine rébellion de la part de Harley dans certains épisodes, comme lorsqu'elle rejoint Poison Ivy et tente de passer à autre chose avec sa nouvelle amie. Pourtant, on réalise assez tristement que la plupart de ses actes visent à impressionner le Joker plutôt qu'essayer de se départir de son joug. Dès qu'on a l'impression qu'Harley est en train de se détacher de l'influence toxique du Joker, c'est pour mieux se rejeter dedans, la tête de la première, l'épisode d'après. Elle rêve de se débarrasser de Batman, mais seulement dans la mesure où elle pense que de cette façon, elle et le Joker pourront enfin profiter de leur relation. Elle se trompe elle-même en croyant que leur amour est réciproque et qu'un jour ils vivront heureux ensemble pour toujours, ce qui est assez tragique au final. Et je pense que le meilleur épisode qui présente le mieux cette relation dans toute cette tragédie, c'est Mad Love, c'est-à-dire Amour Fou, le dernier épisode de la dernière saison de la série télévisée Batman TAS. Bon, alors, maintenant que j'ai fait le tour des raisons pour lesquelles je préfère le Joker de Mark Hamill, voyons comment il se débrouille en comparaison avec les autres Jokers. Alors déjà, on va le comparer avec le Joker de Heath Ledger. Problème avec le Joker de Heath Ledger, c'est qu'il ne ressemble pas vraiment au Joker. Parce qu'en résumé, le Joker, c'est un mec mauvais et cruel, certes, mais qui conserve quand même un certain charme et pas mal d'humour. Parce que oui, c'est le meilleur criminel que Gotham City ait jamais eu à offrir, certes, et c'est pour cela que le Joker est un personnage hilarant, il est terrifié par le fisc. Ces méfaits peuvent aller de petites mesquineries humoristiques, mais ça peut aller aussi jusqu'au fait de torturer un enfant pendant des semaines jusqu'à lui en faire perdre la raison. Comme ce qu'il a fait au second Robin. Bon. Mark Hamill dépeint le Joker classique du comics que tout le monde connaît et aime, avec son côté léger et grave en même temps, et c'est parfait. Le truc, c'est que la manière dont Heath Ledger incarne le Joker est totalement différente. Le Joker de Heath Ledger n'a pas l'humour charmant du Joker classique, et préfère opter pour des blagues penchant davantage vers ce qu'on pourrait appeler de l'humour noir. Au lieu du gaz hilarant du Joker, Ledger préfère graver des sourires de Glasgow sur le visage de ses victimes à coups de couteau. Au lieu d'être un gros patron du crime, un espèce de mob boss extrêmement puissant que le Joker est censé être, le Joker de Ledger n'est qu'un fou solitaire, qui pourtant ridiculise à lui seul la police, la mafia et Batman, par-dessus le marché. C'est essentiellement un loup solitaire, et un personnage foncièrement différent. Mais franchement, à la limite, pourquoi pas, c'est très bien. Ledger, et accessoirement Christopher Nolan, a eu les couilles de proposer quelque chose de différent avec ce Joker, et ça a brillamment marché. Je dirais que le Joker de Ledger est un excellent personnage, mais un Joker pas terrible, et c'est là où, à mes yeux, le Joker d'Hamill l'emporte. Parce que, comme vous le savez, le Joker de Ledger se pose dans un univers beaucoup plus réaliste. C'est un peu la signature des Batman de Christopher Nolan. C'est, voilà... Qu'est-ce que donnerait l'univers de Batman dans un univers extrêmement réaliste? Voilà, donc il est normal que Ledger ne puisse pas sortir de gaz hilarant et autres joyeusetés. Mais c'est justement pour ça que, en ce qui me concerne, le Joker d'Hamill l'emporte. Je veux dire, même le Joker de Nicholson avait son bon gros smile et ses accessoires marrants, alors que Ledger, lui, balance peut-être une ou deux blagues, et encore, si je me souviens bien, je suis même pas certain qu'on arrive à deux, au cours du film. C'est plus un anarchiste qu'autre chose en fait. Et le Joker de Hamill, lui, peut balancer des calembours armés de plein de gadgets ridicules, comme un type que l'on surnomme le prince clown du crime devrait le faire, tout en restant
quand même une menace ultra intimidante. Maintenant qu'on en a fini avec notre ami Ledger, on va quand même parler de Phoenix. En ce qui concerne le Joker de 2019, le Joker de Joaquin Phoenix, mon problème est qu'il n'est pas réellement représenté comme un méchant. On voit que c'est la société qui a créé le monstre qu'il est devenu. D'une certaine manière, le Joker de Phoenix est une victime de son environnement et de son destin. Et le problème, c'est que c'est pas du tout le cas du Joker original, qui lui est un enfoiré de bout en bout, sans excuse ni passé tragique. Et même dans The Killing Joke, où on voit effectivement le passé tragique du Joker, où il perd sa femme et tout le tout team, finalement, c'est même pas certifié comme étant la vérité. Le Joker étant tellement dingue qu'il a lui-même falsifié sa propre mémoire. C'est un vrai méchant, le Joker. C'est pas une victime de la société, je tiens quand même à le rappeler. En plus de cela, le Joker est censé être un mastermind, une des personnes les plus intelligentes de la planète, froid calculateur, avec une capacité d'improvisation absolument phénoménale. Et le problème, encore une fois, c'est que tout cela est résolument absent du Joker de Phoenix, qui est davantage guidé par ses pulsions et ses émotions que par son intellect supérieur. Comme on peut le voir par exemple durant la scène du métro où il flingue 3 traders juste parce qu'ils l'ont fait chier. Conclusion, l'interprétation de Hamill est à mes yeux le Joker emblématique, que je pense la plupart des gens associent bon an mal an et qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, aux comics. Les autres interprétations du Joker ont des interprétations justement plus basées sur la réalité, plus qu'elles ne ressemblent au véritable Joker d'origine. Et même le Joker de Nicholson n'est jamais plus, au final, qu'un chef de la mafia avec un plan un peu plus rocambolesque que la normale. C'est donc une série télévisée ciblant principalement les enfants qui est parvenue, de manière assez ironique, à capturer le plus efficacement l'esprit du Joker. Et ça, c'est formidable. Évidemment, je le répète, ce n'est que mon avis. Et je suis impatient d'ailleurs de connaître vos Jokers préférés dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire sur quel point vous êtes d'accord ou pas avec moi. À l'époque de la sortie du premier Joker en 2019, j'avais clairement pas envie de faire cette vidéo. Et pourquoi, vous allez me demander? Parce que, en fait, tout simplement, dès que tu disais du mal de Joker, t'avais une armée de fans qui débarquaient en commentaire pour t'expliquer que non mais t'as pas compris, c'est pas un film de super-héros, c'est un portrait humain profond et dérangeant. Bref, alors qu'en réalité, c'est juste Taxi Driver pour les mecs qui sortent d'un burn-out de chez McDo. C'est tout ce que c'est. Mais maintenant que Joker Folia 2 est sorti et que tout le monde le déteste, la porte à la critique est grande ouverte. Parce que non seulement, donc, Joker 2 est un désastre, mais surtout, il valide rétroactivement tout ce que je pensais à l'époque du premier Joker. C'est-à-dire que Todd Phillips, donc le réalisateur de ces deux films, n'avait pas de propos engagés, que Joaquin Phoenix jouait tout seul dans son coin, et que tout ça tenait grâce à la hype, la promo, et un espèce d'effet bizarre d'illusion et de superposition de ce que voulait bien voir la masse vis-à-vis de ce film. Certains ont voyé un film sur la lutte des classes et les gilets jaunes, d'autres sur la souffrance des jeunes hommes et du célibat involontaire masculin. Bon, voilà, tout le monde voyait midi à sa porte et tout le monde voulait superposer sur ce film ce qu'il voulait y voir. Alors qu'en réalité, c'était juste un véritable cirque sous Valium. Et justement, avec Joker 2, Todd Phillips est revenu non pas pour faire mieux, mais pour se venger de ceux qui ont cru voir dans son premier film du politique là où lui ne voulait faire que du bruit. Et donc, on a deux films Joker, deux tentatives de grand cinéma d'auteur qui finissent surtout par faire en fait un grand vide. Le premier film prend son inspiration de chez Scorsese mais oublie d'en piquer le talent. Et le deuxième veut se venger des fans du premier. Et ça se termine en karaoké schizophrène sur fond de procès dont tout le monde se fout. Et maintenant que justement tout le monde commence enfin à réaliser la supercherie derrière Todd Phillips et ses films Joker, je me dis que c'est quand même le bon moment peut-être de poser les deux films côte à côte et de vous montrer à quel point le roi des clowns, en tout cas la version de Todd Phillips de 2019, n'a jamais su faire rire ni réfléchir. Alors sans plus attendre, c'est parti, on va d'abord cracher notre haine, en tout cas ma haine, sur le premier Joker de 2019, et ensuite on achèvera le second, voilà, en tout bien, tout honneur, chaque chose en son temps. Alors déjà, revenons en 2019, sur le premier Joker, un clown triste dans un film qui mime le génie sans jamais vraiment l'avoir. Alors, rien que le titre, c'est déjà un mensonge. C'est pas vraiment le Joker, c'est un gars qui galère dans la vie, qui se prend des gifles sociales pendant 1h40, qui finit par péter un câble, maquillé en clown bien évidemment, et hop, c'est le Joker, comme ça par magie, alors que non. Parce que dans l'idée, Todd Phillips en réalité avait une espèce de logique de contrebandier. Il voulait faire un film d'auteur, et d'ailleurs il l'a lui-même dit, il voulait proposer à la Warner un film de super-héros, mais pour adultes, à la Taxi Driver. Et là, on sent déjà la supercherie, parce que se prendre pour Scorsese, c'est une chose, mais encore faut-il savoir tenir une caméra autrement que pour filmer des potes bourrés à Las Vegas. Évidemment, puisque Todd Phillips a également
signé la trilogie Very Bad Trip, si je ne m'abuse, hein, voilà. Qui sont pas forcément des chefs-d'œuvre de cinéma. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Et pour bien nous faire comprendre que notre ami Phillips a des références sérieuses, eh bien, il ira jusqu'à ramener Robert De Niro lui-même, évidemment, en guest star télévisé, ce qui est en soi un énorme clin d'œil très gênant, à La Valse des Pantins, film de Martin Scorsese, hein, voilà. Mais encore une fois, faire tous ces clins d'œil à Scorsese, bah ça te transforme pas forcément en Scorsese. Et de la même manière, mettre une cravate ne te transforme pas pour autant en analyste politique. La vérité, c'est que Joker, c'est un faux film intelligent qui singe des chefs-d'œuvre pour se donner une contenance, et en copiant plus ou moins le pitch de La Valse des Pantins, du même réalisateur. En fait, c'est un pastiche, c'est une reconstitution, c'est une tentative de faire croire que l'imitation, c'est de l'inspiration. Et tout ça avec Joaquin Phoenix en roue libre. Alors oui, il a maigri, oui, il fait des grimaces, oui, il bouge les épaules bizarrement, mais est-ce que ça suffit à en faire une performance? Je suis pas certain. Ce qu'il fait, c'est une performance d'acteur en performance, pas un personnage. C'est du cabotinage sous Xanax, mais pas vraiment du jeu d'acteur. Enfin bon, il est sympathique sans plus, quoi. Dès les premières minutes, le film nous étale un peu, comment dire, son propos comme un ado qui pose les posters de son groupe de musique préféré sur les murs de sa chambre. Puisque dès le début, on voit qu'il pleut, Arthur regarde par la fenêtre, il se fait tabasser, plan fixe plus travelling lent arrière et musique triste, et bon forcément, bah c'est de l'émotion, hein. Obligatoirement. Et plus tard, on le verra se mettre à danser, et donc forcément ralenti plus cage d'escalier, pour bien nous faire comprendre qu'il n'est pas comme les autres. Et évidemment, on le verra se mettre à danser de façon extrêmement gênante, il me semble, durant 3 à 4 séquences dans le film. Enfin, je veux dire, c'est bon, on a compris, quoi. Parce que techniquement, c'est ça le Joker, hein. Le premier film, c'est un album photo d'idées préfabriquées, où chaque image pense être une métaphore. Mais au fond, c'est du marketing, pas seulement dans la promo, hein, mais dans le cœur même du film. Le scénario, la mise en scène, la direction artistique, tout est conçu pour être instagrammable, repris en gif, et montré un peu comme un moment culte, tout est extrêmement artificiel. Et c'est là que Todd Phillips se tire une balle dans le pied. Son film veut être réaliste, mais il est totalement déconnecté. Il situe Gotham dans un espèce de New York fantasmé des années 70-80, avec les fameux éboueurs en grève, un événement historique, hein, du New York des années 70-80, des ordures dans les rues, ou plutôt des accessoires de déchets, et des cinémas qui passent Excalibur et Zorro. Tout ça pour, effectivement, donner l'impression que ça se passe dans les années 80, 70-80. Sauf que tout ça n'a aucune cohérence, et de la décoration, pas vraiment un décor. Pour en revenir à Taxi Driver, sorti en 76, bah ça c'était vraiment le New York réel de l'époque. C'était crade, c'était dangereux, c'était poisseux, alors que ici, dans Joker, c'est du papier mâché. On n'est jamais vraiment dans la ville, on est dans le fantasme de la ville. On ne sent pas la chaleur, la crasse, l'urgence sociale, la pauvreté. On est dans un espèce de cosplay crado du mal-être urbain, avec ambiance sépia et violon triste. Et c'est pareil pour la folie. Arthur a un rire incontrôlable, qu'on t'explique immédiatement par une maladie, hein. Non, t'inquiète pas, il est pas vraiment fou, hein. C'est une pathologie neurologique, t'inquiète pas. On fait tout pour qu'il ne soit jamais vraiment responsable de rien. Il est malade, il est pauvre, il est abandonné, il est la victime du système. Résultat, impossible de voir ce personnage comme un vrai méchant. Juste un pauvre gars dans un monde injuste. C'est pas ça le Joker. Le Joker, c'est censé être un psychopathe. Et du coup, justement, c'est quoi l'intérêt d'un film sur le Joker si c'est pas un méchant? Parce que, encore une fois, Joker, à la base, c'est quoi la promesse? C'est de nous montrer un film sur le mal avec un grand M, sur la naissance d'un monstre, sur le passage à l'acte d'un type qui craque, qui se transforme, qui fait peur. En gros, c'est Anakin Skywalker, version couleur de maquillage. Mais à l'arrivée, on a quoi? Bah, on a un mec triste, à qui il arrive que des merdes. Il vit avec sa mère malade, il bosse dans un métier humiliant, il se fait casser la gueule par des gosses dans la rue, il est incompris, moqué, largué. Même son psy finit par le lâcher, et tout le film nous le hurle, ce n'est pas de sa faute, il est malade, il est pauvre, il est différent, la société ne l'a jamais accepté. Et là forcément je pose la question qui tue, comment tu veux faire un film sur un méchant si tu passes 2 heures à nous dire que c'est pas un méchant? Le Joker dans les comics comme au cinéma, c'est le chaos. Le chaos pur, le chaos personnalisé, le chaos incarné. Le mec qui explose des codes moraux, qui renverse les règles du jeu, qui te tend un miroir déformé. Et là, ce qu'on nous propose, c'est un monsieur fragile qui aurait pu être gentil, mais seulement s'il avait eu un bon médecin et un emploi stable. C'est du misérabilisme, c'est pas le Joker, c'est du Ken Loach avec du maquillage. Et même la scène de bascule, évidemment, la scène où le Joker abat les 3 traders dans le métro, pourtant censé être le point de non-retour, bah, c'est filmé avec une complaisance grotesque. Tu devrais être mal à l'aise, mais le film la joue limite comme une scène de libération. Là, le Joker se fait enfin respecter, il se venge de ses bullies. Et d'un coup, c'est un héros pour les masses. Mais pas parce qu'il est charismatique, juste parce que les riches sont méchants. C'est niveau analyse politique de Twitter, enfin de X maintenant. Et comme si ce Joker ne suffisait pas à remplir le film, Todd Phillips plombe son propre scénario en y collant l'origine de Batman. Encore une fois de plus, pour la 374e fois d'affilée, on va revoir Thomas et Martha Wayne se faire dessouder dans une ruelle sombre. Sauf que cette fois, c'est pendant une émeute.
Et c'est même pas une agression aléatoire, non, non, non. C'est un meurtre politique. Le peuple se rebelle, le Joker devient un symbole, la boucle est bouclée, rideau. Sauf que non, cette scène n'a aucun sens. On t'a martelé que Gotham était au bord de l'explosion, les ordures s'entassent, les services publics s'écroulent, le mépris de classe est partout, et c'est ce soir-là que les Wayne décident d'aller au cinéma avec leurs gamins. Comme si de rien n'était. Un peu comme si t'allais voir un Disney au milieu des émeutes de 2005. Et puis cette transformation de Thomas Wayne en une espèce de proto-Trump, c'est vraiment une idée un peu curieuse. Enfin, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais en principe, Thomas Wayne, dans le mythe, c'est le philanthrope, c'est le père de Batman, l'homme qui croit encore en la justice, alors que là, c'est juste un bourgeois arrogant qui traite Arthur de clown en public. Encore une fois, subtilité niveau CM2, et le plus fort dans tout ça, c'est que tout ce pan narratif ne sert à rien. On ne reverra jamais vraiment Bruce Wayne, il n'a aucun dialogue, aucun enjeu, c'est juste un easter egg en réalité. Au-delà de ça, le Joker est censé être fou, hein. C'est le point de départ du film. Mais chez Todd Phillips, être fou, c'est surtout avoir un rire gênant, danser au ralenti sur des escaliers, et avoir un regard vide sur fond de violon lugubre. Donc voilà, diagnostic complet, merci Dr Phillips. On ne rentre jamais vraiment dans la tête d'Arthur Fleck. Le film ne s'intéresse pas à la psychose, ni au délire en tant que concept, hein, ni à la construction mentale d'un mec complètement jeté. Il n'y a aucune logique interne à la folie de Arthur. Il est juste chelou, il rigole au mauvais moment, il tire des tronches pas possibles, il écrit des blagues incompréhensibles dans un carnet moisi. Bref, il est triste, et comme il est triste, on est censé trouver ça profond. Mais c'est pas profond, encore une fois, c'est décoratif. Si on en revient à la principale inspiration de ce film, autre que Taxi Driver, c'est-à-dire La Valse des Pantins, un autre film de Scorsese où effectivement il est question d'un espèce d'humoriste raté, campé par Robert De Niro lui-même, qui essaie tant bien que mal de percer et de devenir un comédien extrêmement connu. Bon, là clairement il est question d'un mec fou, hein. Voilà. Mais c'est un mec fou, construit, structuré et dérangeant. Un type qui suit une logique interne tellement claire qu'elle en devient glaçante. Robert De Niro joue un illuminé dans La Valse des Pantins, mais un illuminé cohérent, un mec qui s'est inventé un monde avec ses règles, ses attentes et ses frustrations. Alors que dans Joker, il n'y a rien de tout ça. Arthur Fleck, c'est un simulateur de pathologie mentale. C'est un collage de tics, de grimaces, de ralentis. Il vit chez sa mère, il se fait malmener par la vie, et on nous dit « Oh, regardez, il est fragile, donc c'est normal qu'il tue des gens ». Et au-delà de ça, petite parenthèse, je trouve que l'appartement dans lequel il vit avec sa mère est extrêmement grand et spacieux. Enfin, je veux dire, moi maintenant qui dois payer mon loyer tous les mois, je peux vous assurer que je ne pourrais pas me permettre d'avoir un appartement aussi spacieux que celui-là, hein. Je sens vraiment que Todd Phillips n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'être pauvre. C'est une évidence. Parce que quelqu'un de pauvre, une famille pauvre, ça ne vit pas dans un appartement tel que celui-là. Ce n'est pas possible, en fait. Voilà. Et on devrait enlever au moins 20 mètres carrés à cet appartement. Vous allez me dire que c'est rien du tout, mais j'ai envie de dire, ça montre que c'est artificiel. Et au-delà de ça, si on devait vraiment atteindre le sommet de la paresse scénaristique, la carte « Je suis malade », c'est ridicule. Le film ne nous confronte jamais à une vraie ambiguïté. Il excuse le Joker en permanence. Ce n'est pas une analyse de la folie, c'est un pamphlet de ressentiment social mal écrit, déguisé en drame existentiel. Non, vous inquiétez pas, le Joker est pas méchant, il est pas fou, c'est juste un mec cassé, quoi, un homme brisé, et de toutes les manières, il a été brisé en plus par le monde, donc c'est vraiment pas de sa faute, quoi. Bon, maintenant, parlons d'un des twists les plus flingués de l'histoire du cinéma, le twist autour de Zazie Beetz. Donc là, évidemment, il s'agira de la voisine d'Arthur, l'intérêt amoureux qui n'existe pas, parce que pendant la première moitié du film, on nous montre Arthur en train de vivre une relation avec cette voisine. Il sort avec elle, il l'emmène voir son stand-up, elle l'écoute, elle le soutient, et tu dis, bon, bah, peut-être un truc humain, sauf que plot twist, tout ça, c'est dans sa tête, pourquoi pas. Ok, c'est bien, voilà, génial, ok, c'est Fight Club sans Brad Pitt, sans la mise en scène, sans l'écriture, sans la tension, sans rien du tout, c'est juste un flashback explicatif. D'ailleurs, on nous annonce ça avec un flashback explicatif ultra gênant qui te dit que, au cas où t'aurais pas compris, bah en fait il était tout seul. Merci Sherlock. Le flashback était loin d'être indispensable, on aurait pu deviner sans ça, hein. Et évidemment, le twist ne fonctionne pas parce que le film ne fait aucun effort pour créer une ambiguïté réelle. Zazie Beetz n'a pas de personnalité, pas de background, pas de réaction crédible, c'est littéralement une silhouette, hein. Le fait qu'elle soit inventée ne change donc rien à notre perception du personnage, parce qu'elle n'a jamais vraiment existé, même dans l'écriture. Et le pire, c'est que cette révélation ne mène à rien. Elle ne déclenche pas une crise, elle ne fait pas basculer le personnage, elle n'a aucune conséquence, c'est juste une astuce de montage pour dire « Regardez comme c'est malin ». Et non, Todd, c'est pas malin, c'est vide. Et en plus, tu l'as déjà fait 3 fois dans le film. À chaque fois qu'un truc un peu étrange se produit, tu nous sers un flashback de « Bah ah non, ne vous inquiétez pas, c'était dans sa tête. Ah non, c'était dans sa tête. » Et résultat, on croit plus à rien. Pas à son monde, à Arthur Fleck, pas à son délire, pas à son basculement. C'est de la schizophrénie version post-it. Rien n'est incarné, tout est signalé, tout est montré. Et je dirais que le pire dans ce film, c'est que c'est un film subversif qui dérange personne. Et là, vraiment, on touche peut-être au plus grand coup de bluff de ce film. La réputation sulfureuse du Joker, du film Joker, bah, est quand même vraiment surfaite. Je veux dire, à la base, ça nous est montré comme un miroir noir tendu à la société, un cri de rage, un film coup de poing, un appel au chaos, tellement perturbant
il paraissait à l'époque que des cinémas américains ont dû avertir les parents de ne pas emmener leurs enfants voir ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes ce film, tu te dis, ah mais attends, c'est quoi ce craquage absolu? Ce film, c'est censé être scandaleux? Non mais sérieusement, non mais attends les mecs, il y a 3 coups de feu, 2 baffes et un type qui crie. C'est pas Orange Mécanique, hein. C'est pas Requiem for a Dream, hein. C'est pas La Cité de Dieu, c'est pas Fight Club, c'est pas Old Boy, hein. C'est du drame social tiède, avec un peu de sang sur les murs et un pistolet en plastique. Je veux dire, si ça c'est subversif, alors le JT de 13h sur TF1, c'est un film d'auteur. Et pourtant, il y a eu un emballement, attention. Aux États-Unis, certains médias paniquaient. Et si des incels se reconnaissaient dans le Joker? Et si ça provoquait des fusillades, les amis? Non mais tout ça à cause d'un vieux trauma lié à The Dark Knight Rises et au massacre d'Aurora. Résultat, on sacralise un film qui ne dit absolument rien de dangereux, mais qui se présente comme s'il l'était. Et c'est bien ça le vrai problème du film. Le Joker joue la carte du film choc alors que c'est un film en carton. Tout est en toc, le message social est vide, la critique du capitalisme c'est zéro, la dénonciation du système de santé c'est une ligne de dialogue, le film est comme son personnage, il mime la souffrance, il mime la radicalité, mais il reste que des clous finalement. Les gars, je vais être honnête, évite de critiquer le système si t'as un QI de table basse. Si le Joker voulait vraiment parler du monde contemporain, il faudrait au moins le comprendre, ce monde contemporain. Sauf que spoiler, Todd Phillips ne comprend rien. Le film essaie de jouer la carte du film adulte, mais pour lui, être adulte, c'est détester Marvel, et à la limite là-dessus je suis d'accord avec lui, aimer Scorsese et confondre noirceur et intelligence. En mode, ouais, t'inquiète pas, moi je veux pas faire un film de super-héros débiles avec des mecs en collant, moi je vais faire un film sérieux avec un type qui tue des gens en costume de clown. Non mais c'est quoi ce niveau d'analyse? Ok, les films Marvel c'est de la merde, mais le vrai cinéma adulte c'est pas ça, hein. C'est pas un film où tous les personnages tirent la gueule et tout le monde est sale, hein. Je suis vraiment désolé, le vrai cinéma adulte, mature entre guillemets, c'est celui qui comprend les zones grises, qui ne te mâche pas la morale, qui te fait douter. Ici dans le film du Joker, on ne doute jamais. C'est une victime, tout est fait pour qu'on l'excuse. Il ne bascule pas vers le mal, il est poussé gentiment, poliment, par un monde beaucoup trop méchant pour lui. Et surtout, on n'a aucune construction intellectuelle sur ce que représente le Joker. Dans The Dark Knight, Heath Ledger incarne le chaos, la négation du sens, la mise à l'épreuve de la morale, alors qu'ici, Joaquin Phoenix, c'est juste un monsieur triste, avec des problèmes de mutuelle. On pourrait dire que c'est un choix, mais alors pourquoi en faire le Joker de ce mec-là? Pourquoi ne pas en faire un film original, sans l'habillage DC Comics? Parce que sans la marque Joker, ce film aurait fini dans le bac à DVD entre Bronson et Mon Petit Poney. Todd Phillips a juste fait un mash-up de films cultes, a collé une licence dessus et a appelé ça un chef-d'œuvre. Et vous savez quoi? Bah ça a marché. Et c'est vraiment stupide parce qu'au final, le Joker, c'est un pastiche qui rate à la fois l'original et ce qu'il essaie de faire lui-même. Parce qu'à la fin de Joker, moi je suis ressorti avec une drôle de sensation. En fait, c'est un film qui pense être essentiel, mais qui n'est qu'un immense copier-coller décoratif. Todd Phillips te vend Taxi Driver 2.0, mais tu n'en vois qu'un reflet artificiel. Gotham est censé être une ville à feu et à sang, mais là, c'est juste une carte postale jolie du New York des années 70, avec effectivement les mêmes ordures dans les rues, les rats, les éboueurs en grève, mais rien n'a de poids. Dans Taxi Driver, je le répète, la crasse, la violence, le sentiment d'abandon urbain était réel. C'était filmé dans le New York des années 70, la ville elle-même était malade, alors qu'ici, c'est juste du papier gras qu'on a posé sur un trottoir de studio. Tu sens pas l'odeur, tu sens pas la peur, tu sens juste que quelqu'un a coché une case dans le scénario, mettre des ordures à l'image, qui sont censés représenter une société en déclin. Et en plus, ce Joker-là n'est pas un agitateur politique, il le dit lui-même. Ce Joker-là n'a aucune pensée, c'est pas un révolutionnaire, c'est pas un théoricien du chaos, c'est juste un mec qui n'a pas pris ses cachets. Et c'est là que le fantasme s'effondre. Parce qu'au moment de sa sortie, des tas de gens ont voulu voir dans ce film une analogie moderne, j'en ai déjà parlé, hein. C'est le film des incels, c'est le film des gilets jaunes, c'est un cri de rage des oubliés du système, mais pas du tout. Les gilets jaunes, déjà, ne sont pas des patients psychiatriques, ce sont des gens en colère, pas des gens qui entendent des voix, ils ne pètent pas un câble parce que leur assistante sociale les a ghostés, ils luttent parce qu'ils crèvent à la pompe au travail dans leur corps, pas parce qu'ils se font virer de leur job de clown. Le Joker de Todd Phillips ne représente aucune colère collective, c'est même pas une métaphore, c'est un cas clinique. C'est un homme isolé, déconnecté du réel, qui devient violent par pure dérive mentale, pas par conscience sociale. Et c'est ça le vrai problème du film. Il prétend capter l'air du temps, mais il passe totalement à côté. Parce qu'un type qui tue des gens parce qu'il est seul, c'est pas une figure de soulèvement, c'est un fait divers. Et Joker, c'est un film qui se prend pour une révolution, mais qui n'est qu'un objet de marketing, emballé dans du Scorsese d'occasion. Il veut parler de la folie, mais il a réduit à un tic nerveux et à 2 boîtes de médoc. Il veut dénoncer le système, mais il n'a rien à dire dessus. Il veut incarner la révolte, mais il échoue à produire la moindre idée. Et pourtant, il a été applaudi, couronné, oint par la critique comme le film de l'époque. Ce qui en soi est peut-être la chose la plus triste et la plus révélatrice à dire sur notre époque, en fait. Et c'est sur ces mots assez tristes et assez sombres qu'on va directement passer à Joker 2. Alors Joker 2, Folie à 2, eh bien, en fait, c'est un peu une guerre, d'une certaine manière. Parce que Todd Phillips
avec ce film-là, entre en guerre, mais pas contre les studios, hein. Pas contre les super-héros, puisque à la base c'était un peu ça, hein, le premier Joker, hein. Mais non. Non. Là, il est en guerre contre son propre public. Les mêmes gens qui vont m'insulter dans les commentaires, hein. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, lorsque le Joker est sorti en 2019, toute une frange d'internautes, d'intellos de YouTube et d'autres sombres hurluberlus ont vu en Arthur Fleck une figure de révolte. Le messie des jeunes hommes mis de côté, un martyr moderne, un gilet jaune d'Arkham, un incel stylé, enfin représenté au cinéma. Ils ont fait de lui un symbole de rage sociale. Je veux dire, combien de mèmes on a vu sur ce film-là, combien même de personnes avaient à l'époque un avatar du Joker de 2019, enfin je veux dire, c'était un truc de fou quoi. Et là, Todd Phillips, 5 ans plus tard, revient avec Joker 2. Et à tous ces gens-là, il leur dit littéralement « Fermez-la, vous ne m'avez pas compris ». Et le message du film, le Joker 2, c'est que le Joker, c'est pas nous. C'est pas un héros du peuple, c'est pas un rebelle contre l'ordre établi. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement ce que je vous dis qu'il est depuis le début. C'est un malade mental qui danse, qui pleure et qui meurt. Voilà. Joker 2, c'est un grand doigt d'honneur à ceux qui croyaient voir dans le premier film une forme de soulèvement. Et tu sais quoi ? C'est presque courageux. Sauf que le film, au lieu de casser les mythes avec puissance, se noie dans l'auto-pastiche et l'auto-congratulation jusqu'à en devenir un anti-film. C'est un drame musical sans rythme, c'est un procès sans suspense, et c'est une lettre d'amour à Joaquin Phoenix, écrite par Joaquin Phoenix, pendant que Joaquin Phoenix s'admire devant un miroir. Et résultat, un film qui voulait tuer la figure de l'incel a tué son propre personnage à la place. Et un film qui devait être subversif et qui finit par faire une pub géante pour une maladie mentale imaginaire sponsorisée par Spotify. Et même si ce film est vraiment éclaté, ce film m'a fait plaisir, parce que j'ai envie de dire, tous les gens qui disaient que le premier Joker était un chef-d'œuvre ou je sais pas quoi, ou que c'était un film de gilets jaunes, encore, ça me rendait fou, quoi, parce que les gilets jaunes, désolé, c'est, encore une fois, je le répète, c'est pas des schizophrènes en manque d'affection, c'est des gens précaires, qui veulent de la dignité, pas des likes sur leur rire bizarre, en fait. Le Joker de Todd Phillips, c'est de la merde. C'est de la merde. Et le Joker 2 nous prouve que c'est de la merde. Parce que le Joker 2, si t'as aimé le premier Joker, est là pour te marcher dessus avec des bottes de clown après t'avoir pissé dessus. Enfin bref, commençons par le commencement. Alors déjà, le premier problème du Joker 2, c'est que rien n'est nouveau. À part le côté comédie musicale, mais à la limite ça, on aurait pu s'en passer. Quoi qu'il en soit, on ne continue pas une histoire, on la rejoue, en moins bien, dans un décor plus petit, avec des personnages plus creux. C'est du déjà vu, déjà entendu, mais sans le contexte qui rendait ces éléments intéressants. Prenons un exemple simple, le rire pathologique d'Arthur. Dans le premier film, c'était relativement expliqué, même si pour moi c'est une mauvaise idée, mais dans Folie à 2, c'est encore pire, puisque Arthur rigole parfois, mais on ne sait même plus vraiment pourquoi. Est-ce qu'il rigole parce qu'il est anxieux, heureux, manipulé, halluciné ? Rien n'est clair. Et comme le film s'en fout, nous aussi, ce n'est plus un outil narratif, c'est un gimmick de bande-annonce. Autre exemple, Gotham. Dans le premier film, encore une fois, Gotham était censé être un enfer organique, avec ses trottoirs sales, sa violence sociale, son ambiance de fin de règne. Évidemment, comme je l'ai dit, tout ça c'est extrêmement artificiel et c'est très mal mis en scène, mais en tout cas c'est censé vouloir dire ça. Sauf que ici, il n'y a pas grand-chose, il y a 2 décors, un tribunal et un asile. Gotham est maintenant réduite à une carte postale collée sur une fenêtre. On nous parle de chaos, de division, de tensions politiques, sauf qu'on ne voit jamais rien. Pas un habitant, pas une rue, pas une scène de vie, tout se passe hors champ, raconté par des figurants. À ce stade, Gotham City pourrait être une IA qui commente en voix off. Pareil pour Harley Quinn, c'est même pas un personnage, c'est un prétexte pour caster Lady Gaga en fait. Elle n'existe que par et pour Arthur, elle débarque, elle sourit, elle danse, elle chante 2 chansons, puis elle disparaît. Pas de backstory, pas d'enjeu, pas d'aspiration, elle pourrait être remplacée par une hallucination ou par une figurine pop, ça changerait rien du tout au scénario. Même Harvey Dent, oui, Harvey Dent est dans le film. Enfin son nom, il est dans le film. Car à l'écran, c'est juste un monsieur énervé en costard. Il pourrait s'appeler Jean-Claude rôle secondaire, ce serait pareil. Et même le scénario dans tout ça, spoiler, il y en a pas. Ce qui se passe dans Joker 2, en fait, je vais vous l'expliquer. Arthur est en prison, Arthur va au tribunal, Arthur est un peu triste, Harley est un peu là, les gens parlent du premier film et Arthur meurt. Voilà, c'est littéralement tout. Tu pensais que ce serait la suite d'un soulèvement, une plongée dans le chaos de Gotham, une révolution ? Non, pas du tout, c'est un procès administratif avec des numéros musicaux, histoire qu'on ne s'endorme pas. 90% du film, c'est des personnages qui commentent le premier film. En mode, vous vous souvenez quand il a tué 3 mecs dans le métro ? Et où est la fois où il a tiré sur des gens dans le talk show ? Ou la séquence où il a souri alors qu'il était en train de souffrir ? Ah, c'était si profond. Voilà. C'est pas un film, c'est un podcast en fait, avec budget IMAX. Et le plus drôle, c'est qu'il n'y a même pas vraiment de choix à faire. Le conflit du film se résume à 2 issues. Soit Arthur meurt, soit il retourne en asile. C'est du pur nihilisme narratif. On n'avance pas, on ne construit rien, on enterre un personnage et on se demande si c'est mieux de le terminer avec une seringue ou avec une camisole. Et le plus grand symbole de la vacuité du film, c'est la scène d'ouverture. Tu penses qu'on va ouvrir sur Gotham en feu, sur Harley en cavale, sur une métaphore visuelle forte ? Non, pas du tout. On ouvre sur un cartoon, une métaphore de dessin animé, une animation avec un oiseau et une chèvre qui sème. Est-ce que c'est une allégorie, une blague visuelle ? On sait pas, et tout le monde s'en fout finalement. D'ailleurs, le film non plus, il a pas l'air de s'en soucier plus que ça. Et vraiment, le Joker 2, je l'ai déjà dit, c'est une anti-suite en fait. C'est pas une histoire, c'est une auto-nécrologie filmée en Dolby Atmos.
Arthur ne vit plus, il est juste disséqué, analysé, discuté, jugé. C'est pas un personnage, c'est devenu un objet de discours. D'autant que, attention maintenant, le Joker c'est une comédie musicale. Mais attention, hein, mais c'est pas une vraie comédie musicale où les chansons racontent quelque chose, non, non, non. Ici c'est juste, ok, Arthur a une émotion, alors il ferme les yeux et Lady Gaga chante. Harley a une envie, bah elle claque des doigts et tout le monde danse. On ne creuse rien, on noie tout sous la stylisation. C'est pas du cinéma, c'est une espèce de mood board TikTok, c'est vraiment bizarre, hein. Et le vrai scandale, c'est que certains ont voulu faire de ce Joker une figure politique, encore une fois. Un symbole des mecs déclassés, qui ont pas de meuf et qui ont du mal à joindre les deux bouts, des gilets jaunes paupérisés, mais encore une fois, le Joker 2 fait tout pour tuer ce symbole dans l'œuf, à toutes les manières un symbole qui n'existait pas, hein, en ce qui me concerne. Et de toutes les manières, Arthur Fleck n'est pas un exclu politique, vu qu'il est fou, il est pathologisé, il est traité comme un cas médical et il est déresponsabilisé à chaque scène. Il tue, c'est pas sa faute, il délire, bah c'est pas grave, il pleure, bah c'est de la faute de sa mère, et s'il rit, c'est une maladie. C'est pas un révolté, c'est un cas clinique, je l'ai déjà dit. Et ça c'est une insulte aux vrais exclus, aux vrais précaires, à ceux qui se battent pas parce qu'ils ont oublié leur cacheton, mais parce qu'ils ont plus rien dans le frigo. Et ouais, bah Todd Phillips a donc gagné, il s'est vengé de tous ceux qui en 2019 avaient projeté du politique là où lui ne voyait qu'un film de clown triste, et d'ailleurs c'était ce que c'était, hein, là-dessus je suis d'accord avec lui. Donc il a pris son Joker et il l'a vidé de tout, et il l'a cloué sur une croix comme pour dire, vous voyez, c'était juste une blague, et vous avez payé pour ça. Donc finalement j'avais raison, hein, voilà. Non seulement Neji avait raison, mais Yaji avait également raison. Et donc, le Joker, Folie à 2, c'est pas un film, c'est un enterrement de première classe, avec des ballons, des paillettes et une bande-son en Dolby. Mais à la fin, le cercueil est vide. Je sais très bien que ma vision du premier Joker va peut-être faire polémique, hein. C'est un film qui est très apprécié. Maintenant, je compte quand même sur le fait que le Joker 2 a quand même ouvert les yeux de beaucoup de personnes, hein, sur la qualité véritable du film. Parce qu'en ce qui me concerne, tous les gens qui trouvent que le premier Joker était un chef-d'œuvre, je pense encore une fois que vous avez peut-être vu dans ce film des choses qui n'existaient pas. Voilà, tout simplement, je l'ai déjà dit, hein. En ce qui me concerne, la plupart des gens ont superposé beaucoup de leurs attentes. Voilà, ce film a cristallisé beaucoup de choses, comment dire, de l'ambiance du début des années 2020 en fait. Et je sais pas. Franchement, je crois que le film est sorti juste au bon endroit, au bon moment. Et Todd Phillips l'a clairement prouvé avec son deuxième Joker. Après, il n'est pas impossible que dans quelques mois, une vague de révisionnisme débarque sur Internet. Enfin, dans quelques mois, dans quelques années, hein. Il est possible qu'il y ait des threads Twitter, enfin des threads X, des vidéos ralenties, des edits TikTok ou je sais pas quoi, pour nous expliquer que finalement Joker Folie à 2 est en réalité un film de génie, qu'il a été mal compris, trop audacieux, trop en avance sur son temps. C'est complètement possible, hein. Il faut savoir qu'il y a pas mal de films qui ont bidé à leur sortie, qui sont finalement devenus extrêmement appréciés par la suite. Mais en ce qui concerne Joker Folie à 2, il faudra quand même prendre une grande respiration et dire que non en fait. Non, ce film n'est pas intelligent, il n'est pas profond et surtout il n'est pas bon. Je veux dire, je préfère quand même poser ça là, sait-on jamais. J'aurais pu terminer la vidéo il y a à peu près 5 minutes, mais je préfère quand même le marteler, hein, juste pour vous le dire, juste pour que ce soit bien compris. Il n'y a pas de commentaires subversifs planqués sous le scénario, hein. Pas de sous-texte brillant masqué derrière les chorégraphies, hein. Ce n'est qu'un film creux, confus, qui se prend pour autre chose qu'il ne l'est réellement, avec beaucoup de prétention. C'est le genre d'œuvre où l'absence de sens est déguisée en audace artistique. Et le plus grave, c'est qu'on parle là d'un budget de 200 millions de dollars pour ce Joker Folie à 2. Et pourquoi finalement? Pour une suite de huis clos mal dialogués, de scènes de tribunal molles et d'ellipses qui ne développent absolument rien. Le premier Joker, je tiens à le rappeler, avait coûté 3 fois moins. Il proposait un récit simple, bancal certes, mais au moins identifiable. Et il suffisait de 60 millions à Todd Phillips pour raconter une histoire. Une mauvaise histoire, mais une histoire qui clairement lui a rapporté énormément d'argent. Il faut savoir que le premier Joker a fait plus de 1 milliard de recettes au box-office. Le problème, c'est que Joker Folie à 2 fait la folie, sans mauvais jeu de mots, de tripler la facture. On ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est pour avoir Lady Gaga qui chantonne en robe rouge devant un fond gris, ou je sais pas. En tout cas, le film ne fait rien de plus que le premier sur le plan visuel. Il n'y a aucun saut de mise en scène, aucune ambition plastique qui pourrait justifier ce gonflement absurde des moyens financiers. Et sauf si Gaga a réellement touché un cachet astronomique pour sa performance extrêmement discutable, bah cette inflation budgétaire n'a tout simplement pas de sens. Et la Warner a foncé tête baissée, persuadé de tenir une nouvelle vache à lait. Mais dès les premières projections presse, c'était déjà plié, les critiques sont tombées comme des enclumes, pas des avis mitigés, hein, pas des « c'est audacieux mais maladroit », non, 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 un rejet massif, violent, unanime. Il y avait encore un peu de hype en circulation avant la sortie en salle, qui s'est effondré en temps réel, hein. Le démarrage US a été catastrophique, 32 millions de dollars, quand même les projections pessimistes tablaient sur au moins le double. Pour rappel, le premier Joker avait ouvert à 96 millions.
Le deuxième a fait moins d'un tiers pour 3 fois plus cher. À l'arrivée, le film a encaissé 200 millions dans le monde, soit exactement son budget initial. Et encore, on ne compte pas ici les frais marketing, estimés à 100 millions de plus, et enfin bref, c'est une perte nette très probablement supérieure à 200 millions de dollars. Une somme qui place Joker 2, Folie à 2, dans le club très fermé des plus gros échecs commerciaux de l'histoire du cinéma, à côté de The Flash, John Carter et The Lone Ranger. Franchement, félicitations, et tout ça, ça aurait pu être évité. S'ils avaient gardé un budget similaire au premier, le film aurait peut-être pu limiter la casse et même gagner un peu d'argent. Même en échouant artistiquement, ça aurait pas été le gouffre économique que c'est finalement à l'heure d'aujourd'hui. Mais l'arrogance a pris le dessus, l'idée que Joker était une licence infaillible, que le public suivrait aveuglément, peu importe le produit livré, bah ça a été une erreur. Et malheureusement, la Warner a oublié une règle de base. L'audience n'est pas toujours intelligente, mais en tout cas elle déteste qu'on la prenne pour une idiote. Et donc le film n'a pas été puni parce qu'il a été trop compliqué, il a été puni parce qu'il était creux, long, vide de sens et vendu comme une œuvre majeure. Et surtout, Todd Phillips a fait la terrible erreur de lui-même dévoiler la supercherie de son propre film. Et non seulement il a détruit Joker 2, mais en ce qui me concerne aussi, il a définitivement détruit Joker 1 parce que maintenant les mecs aigris comme moi ont eu raison. Il a donné raison aux mecs comme moi, le Todd Phillips. Et c'est ça le problème. Donc voilà, écoutez, insultez-moi dans les commentaires si besoin est, y a pas de souci. En tout cas, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.